Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le mercredi 21 novembre 2018 et aujourd'hui nous aurons plusieurs rendez-vous, dont notamment la fameuse réponse de la Commission européenne sur le budget italien et sur en fait tous les autres budgets des pays de la zone euro. Concrètement, ce budget devrait être rejeté. Maintenant, c'est avec quel ton que la Commission européenne va s'exprimer. Est-ce que même la Commission européenne va prendre des sanctions contre l'Italie? Eh bien, c'est un petit peu la question que se posent les investisseurs. Outre ce budget italien, nous aurons Theresa May qui rencontrera aujourd'hui, ce soir en fait, Jean-Claude Juncker autour d'un dîner pour parler, bien évidemment, pour préparer le sommet spécial Brexit qui aura lieu dimanche. Et enfin, nous avons les prévisions économiques de l'OCDE qui seront attendues aujourd'hui. Et voilà, globalement, c'est tout. Demain, je vous rappelle, c'est Thanksgiving, journée fermée aux États-Unis. Vendredi, c'est une mi-séance aux États-Unis. La séance américaine vendredi qui terminera à 19 heures heure française. Et donc il y a énormément de chiffres macroéconomiques qui sont des chiffres macroéconomiques pardon américains qui seront publiés dans l'après-midi. Voilà, donc ça va être une journée, euh, je pense, assez volatile. J'espère que le son va fonctionner comme il faut dans ce point de marché. Encore une fois, excusez-moi pour hier. Le problème de son venait probablement de GoToWebinar parce que tout fonctionnait chez moi. Donc voilà. Mes excuses pour hier. On va voir ça donc ensemble aujourd'hui. Alors, je vais saluer tout d'abord la salle de trading. Bonjour tout le monde. Bonjour alors à vous Frédéric, bonjour Barry, j'espère que vous allez bien. Rémi et Raymond que je salue également. Voilà, le son est ok aujourd'hui. Merci Rémi, très de confirmation, tant mieux. Barry qui me dit par rapport aux problèmes techniques rencontrés, pourquoi ne pas prendre le même système que ceux utilisés par Alexandre Bardez et Vincent Bois pour les market live? Alors, écoutez, j'y ai pensé. Après, d'un point de vue facilité, si vous voulez, c'est beaucoup plus simple de faire un, un GoToWebinar pour moi, puisque j'ai pas besoin d'un assistant, on va dire technique pour faire vous savez, tout le montage, etc. Même s'il y a un studio, il y a un grand studio à Londres. Bon, vous savez, ça demande des personnes, donc c'est pas le problème. Mais c'est voilà, d'un point de vue organisation, ce GoToWebinar, je peux le lancer tout seul. Voilà, je suis complètement indépendant avec le GoToWebinar, chose que je ne serais pas sur un plateau comme ferait Alexandre Baradez ou Vincent Bois. Donc voilà, par raison de simplicité, finalement, j'ai choisi GoToWebinar. Après, c'est vrai que bon, parfois je me pose la question si c'est peut-être pas mieux de faire sous le format comme un market live, c'est-à-dire sur un voilà, filmé, etc. Bon, je verrai peut-être que je changerai dans le futur. Si vous préférez format Market Live, dites-le moi. Dites-le moi. Enfin, format Market Live, c'est pas le même contenu que Market Live, mais le système utilisé, c'est-à-dire est-ce que vous préférez le GoToWebinar ou est-ce que vous préférez eh bien la façon dont IG France font leur point de marché. Voilà, n'hésitez pas à me le dire et je verrai eh bien ce que je ferai. Alors, tout de suite, l'avertissement gage sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, on passe tout de suite au briefing d'actualité. Au niveau des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, eh bien, les relations se sont un petit peu tendues. Nous avons le représentant du commerce des États-Unis, Robert. Alors, je ne sais pas comment on le dit en anglais, mais Teaser probablement a déclaré hier que la Chine n'avait pas modifié ses pratiques déloyales, irresponsables et manipulatrices par rapport aux investigations initiales, notamment au niveau du pillage technologique. Au niveau de l'Italie, donc on a selon des sources de Reuters, la Commission européenne qui devrait prendre aujourd'hui une première mesure disciplinaire contre l'Italie. Au niveau de l'OPEP, nous avons le gouverneur des Emirates auprès de l'OPEP qui a déclaré qu'un accord de principe pour réduire la production a été trouvé. Vous aurez noté la forte chute des cours de pétrole hier, 6% en une seule séance. Pourquoi on a eu cette baisse? Alors, cette baisse se justifie principalement par le soutien apporté par Trump au gouvernement d'Arabie Saoudite dans l'affaire Khashoggi, déclarant que l'Arabie Saoudite était un partenaire inébranlable des États-Unis et donc ça laisse à penser que l'Arabie Saoudite va coopérer davantage avec les États-Unis sur eh bien le pétrole. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a eu cette baisse
important des cours de pétrole, puisque le soutien donné par Trump à à l'Arabie Saoudite sous-entend que l'Arabie Saoudite, enfin c'est pas, vous savez, c'est dans la politique, c'est toujours ça va jamais dans un seul sens. Enfin, en tout cas, c'est très rare. Et donc, Donald Trump n'a probablement pas ne donne probablement pas son soutien sans rien en contrepartie. Donc, à mon avis, voilà, ça sous-entend que l'Arabie Saoudite va peut-être va réduire sa volonté de faire remonter les cours de pétrole. Vous voyez, donc avoir des cours de pétrole bas, c'est ce que souhaite Donald Trump. Vous savez, Donald Trump critique énormément la politique de l'OPEP, qui juge l'OPEP de faire monter les cours de pétrole artificiellement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a eu cette baisse des cours de pétrole. D'ailleurs, au niveau de l'affaire Khashoggi, nous avons Donald Trump qui a déclaré hier vouloir rester un partenaire fiable de l'Arabie Saoudite, et la Turquie qui envisagerait une enquête de l'ONU dans cette affaire. Au niveau de la BCE, nous avons le président de la Bundesbank qui a annoncé que la normalisation de la politique monétaire de la BCE prendra plusieurs années. Et enfin, sur le plan macroéconomique, aux États-Unis, nous avons les mises en chantier de logements qui ont rebondi en octobre, mais s'inscrivent en diminution de 2,9% sur un an. Ces mises en chantier sont importants à suivre concrètement, comme un peu finalement la confiance des consommateurs ou le taux de chômage, puisque qui dit une baisse des mises en chantier dit potentiellement un ralentissement économique qui va suivre. Si vous regardez un petit peu, écoutez, on va voir ça tout de suite. Voilà, on fait une petite parenthèse. On va aller sur le site Fred. Voilà, si vous voulez des chiffres, comparer des chiffres américains, vous allez sur la fredsaintlouis.org, un site assez bien, pour être honnête avec vous. Donc, alors, nous allons aller sur le calendrier économique anglais. Donc hier c'était Housing Permits, voilà, Building Permits, pardon. Je pense que c'est celui-ci, 1263, voilà, c'est ça. Et donc, vous voyez, là, en grise, c'est les récessions américaines. Et vous voyez que lorsque les mises en chantier ont commencé à baisser, quelques mois, quelques années après, on a eu, vous voyez, cette récession américaine. Et qui dit récession dit crack des marchés financiers. Voilà, il n'y a pas assez d'historique sur la Fred Saint-Louis avec le S&P, mais vous, comme je vous l'ai fait voir hier dans mon article, allons-nous connaître un crash en 2019? Les périodes de récession sont des périodes où on a un début de crack sur les marchés. Et donc vous voyez que les mises en chantier, c'est un des indicateurs à suivre pour essayer d'anticiper un crack. Tant que les mises en chantier sont orientées à la hausse, disons qu'il n'y a pas forcément de risque. Enfin, en tout cas, le risque de crack est assez, faible. Alors ça, c'est les changements par rapport à sur un an glissant, vous voyez. Donc voilà, dès qu'on a une chute, ça peut être un facteur, un facteur de baisse. Vous voyez, ensuite vous pouvez jouer avec les périodes, mettre une moyenne, etc., etc. Donc je vais vous envoyer le lien au cas où vous le souhaitez, comme ça vous l'aurez. Voilà, donc le lien la Fred Saint-Louis. Alors pour l'annonce de la Commission européenne sur le budget italien, savez-vous s'il y a une heure de fixée pour cette annonce? Non, il n'y a pas d'heure de fixée pour éviter d'avoir une position ouverte juste avant le risque de se prendre des portes de salon. Alors non, il n'y a pas d'heure, en tout cas pas d'heure que j'ai reçue. Donc voilà, je ne sais pas du tout l'heure. Ça va probablement être dans fin matinée, début d'après-midi. Mais voilà, pas d'heure de prévu. Je reviens sur le briefing d'actualité. Enfin, on va passer sur les chiffres d'hier et de ce matin. On a eu un rebond important du dollar hier. D'ailleurs, on va voir d'un point de vue technique, le dollar qui rebondit sur la base du canal ascendant, que ce soit le DXY ou notre dollar équipondéré. Donc, c'est techniquement un signal haussier pour le dollar et donc baissier, vous savez, pour les autres devises majeures. Les marchés actions aux États-Unis, mais également en Europe ou en Asie, sont dans le rouge. Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000, le Dow Jones et le S&P 500 qui rentrent
en territoire négatif, qui passe en territoire négatif, pardon, hier par rapport au point de début d'année. Donc Dow Jones et S&P qui sont en baisse par rapport au 1er janvier. Ce matin, nous avons le rendement du 10 ans qui prend 2 points de base par rapport à hier, ce qui veut dire qu'on a un marché obligataire qui est vendu ce matin. Le yen index est en baisse, le gold est en hausse et le nickel, le MSCI Emerging Pacific qui sont en baisse également. Donc, plutôt l'impression qu'on a une baisse du dollar ce matin, ce qui permet alors de progresser, et le yen qui est également une devise refuge comme le dollar dans ce contexte assez incertain, eh bien est en baisse également. Donc on a plutôt, je dirais, sur le forex en tout cas, de l'appétit pour le risque. Si on regarde un petit peu, vous voyez les devises, on a tous les devises qui sont en hausse face au dollar, au yen et le franc. Vous voyez ces trois devises refuges du forex, eh bien sous-performent, alors que NZD, AUD, euro surperforment. Je vais sur le calendrier économique rapidement. Calendrier économique pour vous faire voir un petit peu les grands rendez-vous du jour. Donc, voilà, prévision économique de l'OCDE à 11h heure française, et vous voyez que cet après-midi nous aurons les commandes de biens durables, ce sera très important à suivre, les nouvelles inscriptions aux allocations chômage, l'indice de confiance du Michigan, les ventes de logements existants. Donc ça sera les 4 annonces macro à suivre. Ce matin, nous avons quelques chiffres, vous voyez sur le déficit public britannique, du gouvernement, pardon. Et voilà, nous avons ISTA qui est l'équivalent de l'INSEE en Italie, qui va publier ses prévisions économiques pour 2018 et 2019 à 10h. Voilà, donc le gros d'un point de vue macro, ça sera cet après-midi avec tous les chiffres américains. Voilà, donc au niveau des indices, comme hier, j'ai envie de dire que bon, à court terme, on a des indices qui sont sous pression, ça rebondit ce matin, mais bon, on reste quand même dans un contexte assez incertain. Le S&P, vous voyez, qui revient près des 2603 points. Je vous rappelle, le support que le S&P ne doit pas dépasser, c'est les 2550. Si on passe sous les 2550, concrètement, on a un double top avec un objectif à 2200 et même 2200 au minimum. Donc voilà, j'ai envie de dire que à 2600, dans cette zone de 50 points entre 2600 et 2553, d'un point de vue ratio risque-rendement, c'est beaucoup plus favorable de payer plutôt que de shorter le S&P. Il y a beaucoup plus de marge de hausse si on se maintient au-dessus des 2550. Donc si on est à 2600, ça peut être un prix intéressant pour se positionner à l'achat. Voilà. Par contre, si on passe sous 2550, là dans ce cas-là, il va falloir s'attendre à vraiment une correction du S&P. La question qui se pose sur le S&P, c'est ce que j'ai publié hier sur Twitter. Pour ceux qui ont Twitter, je vous invite à me suivre. Voilà, S&P mensuel. Le S&P en mensuel depuis, vous voyez, les années 80, début des années 90. Regardez le RSI, on a une magnifique divergence mensuelle. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on va faire un remake de 2015, comme ce qu'on avait eu ici, et c'était une correction de 15%, ou est-ce qu'on va faire un remake de 2008 ou 2000, où on avait une baisse de 50% des marchés actions? Eh bien, techniquement, le signal qui va nous permettre un petit peu de savoir si on est parti pour faire un 2015 ou un 2008, eh bien, c'est finalement le RSI. Si le RSI passe franchement sous 50, il y a une clôture franche sous 50, ça sera un signal clairement similaire à ce qu'on avait en 2000 ou en 2008. Et voilà, on va s'attendre plutôt à du 50% de baisse, c'est-à-dire un retour vers 1500 points. Alors que si on a une baisse de 15%, concrètement, ça fait une baisse du S&P jusqu'à 2500, 2400. Vous voyez, si on se met par rapport au sommet, baisse de 15%, ouais, 15, c'est 2500 points. Donc voilà, 2500, c'est clairement la zone qui va être extrêmement importante à suivre. Est-ce que vous répondez de manière chat sur Twitter? Sur le chat, oui, maintenant pas en instantané parce que je ne passe pas ma journée non plus derrière Twitter, mais oui, ça m'arrive de
de répondre dès que j'ai des questions. Bonjour, pensez-vous qu'un rallye de fin d'année est encore possible? J'aurais bien un retour rapide sur 5230. Alors, oui, concrètement, c'est possible un rallye de fin d'année, mais qu'est-ce qui pourrait provoquer un rallye de fin d'année? Moi, je vois 3 catalyseurs qui impactent énormément les marchés. Je vais les énoncer par ordre d'importance. 1. Les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. C'est, je pense, le plus important sur les marchés. Depuis qu'on a ces incertitudes, on a concrètement eu les marchés autres que les US, européens, asiatiques qui ont arrêté de marquer des nouveaux sommets. Voilà, c'est clairement la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui est le facteur le plus important. Donc à la fin du mois, je vous rappelle qu'on a le G20 en Argentine. Nous aurons un rendez-vous entre Trump et Xi Jinping. Ça sera important, puisque si on a une avancée, ne serait-ce qu'une petite avancée au niveau des relations commerciales entre ces deux puissances économiques, ça sera un facteur positif qui pourrait justifier une fin d'année bonne. Voilà. Deuxième point, c'est le budget italien. Le budget italien impacte énormément le dollar et la confiance, enfin le moral des, on va dire, des observateurs des marchés. Donc, si on a un accord sur le budget italien, ce sera un facteur qui justifierait un bull market. Et enfin, dans le fond, nous avons le Brexit. Je le mets en troisième position parce que le Brexit, ça fait quand même 2 ans qu'il a été voté, ça fait plus de 2 ans. Donc, disons que bon, ça devient de plus en plus volatile, hein, on le voit sur le Forex, mais on n'a pas vraiment eu pour le moment d'impact négatif du Brexit sur les marchés actions. Si vous regardez, le vote du Brexit n'a pas eu d'impact négatif sur le FTSE. Il y a eu simplement un impact sur le Forex. Donc c'est pour ça que pour le moment, le Brexit, je le mets en troisième position. Bien évidemment, si on est en accord sur le Brexit, ça permettrait d'améliorer un petit peu le moral des observateurs, mais voilà, c'est pas le facteur le plus important selon moi. Le facteur le plus important, c'est les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Donc oui, c'est possible qu'on ait un rallye fin d'année. Maintenant, faudra quelque chose, faudra la fameuse étincelle qui justifiera un rebond majeur des marchés. Et ça va soit être le budget italien, ou soit être une évolution positive des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Le Nasdaq a rebondi hier, avez-vous remarqué? Alors non, le Nasdaq n'a pas rebondi, hein. Si vous regardez le Nasdaq hier, Nasdaq était en baisse, hein. Il a même, voyez, un prix de clôture plus bas que le creux d'octobre. Donc voilà. L'équivalent des 2550 points du S&P sur le Nasdaq, c'est 6300. Vous voyez, 6300, c'est le bottom d'avril. En fait, ce qu'on cherche comme premier support à moyen terme, c'est le bottom, le creux d'avril. Donc 6300 sur le Nasdaq, 2550 sur le S&P, et sur le Dow Jones, c'est 23 400. 23 400, c'est le support du Dow Jones à moyen terme. C'est le support à ne pas dépasser. Voilà, donc là, on est sur support. Regardez le Dow Jones qui rebondit sur cette oblique, comme ce fut le cas en fin octobre. Donc on va peut-être avoir un rebond des marchés actions ce matin. En tout cas, il semblerait qu'on ait de l'appétit pour le risque. Vous voyez, le CAC qui rebondit, CAC qui est revenu à ses plus bas de l'année à 4900. Encore une fois, 4900, c'est vraiment un support clé pour le CAC 40. Si on passe en dessous, concrètement, c'est perspective baissière jusqu'à 4800, qui correspond à 50% de retracement de ce bull market. Donc 4900, support clé. Pour le DAX, pareil, regardez, on se situe au plus bas de l'année. Les plus bas de l'année qui ont été inscrits le 25, fin octobre, à 11 000 points à peu près, 11 050, 11 000. Ouais, donc 11 000, c'est un support clé. On est déjà passé, vous voyez, sous cette oblique, donc c'est un signal plutôt baissier. Maintenant, voilà, le dernier support, c'est les 11 050. Si on passe sous 11 050, on ira très probablement chercher les 10 000 points qui correspondent à l'objectif de l'épaule, tête, épaule. Voilà, donc 11 050, c'est le support de la dernière chance pour le DAX. Donc c'est possible. Je dirais que d'un point de vue ratio, le ratio risque-reward, il est plutôt en faveur d'un rebond des marchés actions si on est au plus bas de l'année. Vous voyez, S&P au plus bas, Eurostock 50, on le regarde tout de suite, mais il était au plus bas. Donc là, honnêtement, d'un point de vue stratégie trading, l'achat se justifie amplement avec un stop sous les plus bas de l'année, puisqu'il y a beaucoup plus de chances qu'on ait un rebond
plutôt que des nouveaux plus bas. Voilà. Maintenant, il faut toujours avoir un stop, comme vous savez, il faut toujours avoir une gestion de risque, puisqu'on n'est jamais 100%, on ne peut pas être sûr à 100%. Donc là, concrètement, la perspective de rebond, c'est quoi? C'est dans un premier temps les 3180, puis potentiellement les 3300. Personne ne sait jusqu'où le rebond peut se terminer. Voilà. Donc, et ça se trouve, on n'aura pas de rebond. Finalement, ça se trouve là, on a un rebond ce matin, mais on va finir à un nouveau plus bas et ça va être parti pour un bear market. Donc, personne ne peut être sûr, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que d'un point de vue, encore une fois, risque-reward ratio, lorsqu'on est au plus bas de l'année, comme actuellement, enfin, les chances sont beaucoup plus en faveur d'un rebond plutôt que davantage de baisse. En tout cas, l'achat sur les plus bas de l'année se justifie amplement. Le rallye Noël paraît bien compromis à moins d'un accord pour le Brexit et aussi sur le budget italien. Exactement, Paris. Voilà, le rallye de fin d'année, de toute façon, le rallye de fin d'année, normalement, il commence en début octobre. Début octobre, le mois d'octobre dernier, ce fut un mois particulièrement négatif. Ce fut même le pire mois depuis 2008 pour les marchés actions. Donc oui, de toute façon, le rallye de fin d'année, il est déjà bien retardé. Maintenant, il faudra un catalyseur et comme je l'ai dit, ça va soit être le budget italien, soit le Brexit ou soit les relations commerciales États-Unis-Chine. Quelles sont les plus grosses pondérations sur les Dow Jones et quelles sont celles qui dépendent vraiment du marché chinois? Si on a intraday Nasdaq up hier. Alors, Nasdaq up hier, non. Hein, si vous regardez sur Bloomberg, si vous regardez sur Bloomberg, sur Reuters, peu importe, le Nasdaq a clôturé dans le rouge hier. Hein. Donc, voilà. On a peut-être eu un rebond en début de séance, mais fin de séance, c'était dans le rouge. Donc les plus grosses pondérations sur le Dow Jones, le Dow Jones comme le Nikkei, pardon. Vous savez que les pondérations sont en fonction du prix des actions et non pas de la capitalisation boursière des entreprises qui sont cotées dans l'indice. Donc, c'est les actions qui sont les plus chères qui ont le plus de poids dans le Dow Jones ou dans le Nikkei. En l'occurrence, l'action qui a le plus de poids dans le Dow Jones, c'est Boeing, suivi par Apple. Voilà. Boeing, Apple. Et donc, quelles sont celles qui dépendent vraiment du marché chinois? Alors, on a les techs qui dépendent beaucoup du marché chinois. Donc, j'ai envie de dire que Apple, c'est important à suivre si on, voilà, c'est important à suivre tout simplement. C'est important à suivre puisque Apple qui produit en Chine, on pourrait avoir un début de, comment dire, de complications pour les valeurs technologiques en Chine, puisque dans ce contexte de relations tendues entre les États-Unis et la Chine avait dans le passé l'habitude de de pénaliser un petit peu les entreprises américaines technologiques qui produisaient en Chine, notamment au niveau des brevets commerciaux, des brevets. Eh bien, on a la Chine qui, dans le passé, ne défendait clairement plus les entreprises américaines implantées en Chine et qui n'hésitaient pas, pas à faire du vol de brevets, mais en tout cas à ne pas réellement défendre les entreprises étrangères lorsque les relations diplomatico-économiques entre la Chine et les États-Unis étaient tendues. Pour regarder les pondérations dans les indices, j'aime bien regarder ce site. Alors c'est Finviz, exactement Finviz, qui est Finviz, qui est un site assez sympa en effet. Donc là on a S&P. Par contre là c'est la performance. Donc pour voir la pondération. Alors la pondération. Alors il n'y est pas ici. Hein. Ah si pardon, c'est pas marqué capitalisation. La taille des carrés, c'est la capitalisation boursière. Voilà, donc là vous avez visuellement
les plus importantes. Par contre, il y a S&P, World, Full et des ETF, mais on n'a pas, il me semble, le Dow Jones, hein. Nous n'avons pas le Dow Jones. Voilà, donc, mais ce site en effet il est très sympathique, il y a beaucoup de données dessus. De toute façon, pour connaître les pondérations les plus importantes, vous avez simplement à comparer le prix des actions dans le Dow Jones. Et les plus chers sont ceux qui ont le poids le plus important. Voilà, la taille des carrés dans la pondération, exactement. Clôture du Nasdaq largement au-dessus du plus bas sur la séance. Pas mal de fangs sont passés dans le vert. Alors, Nasdaq 100. Alors oui, clôture au-dessus du plus bas, mais c'est pas par rapport au plus bas qu'on dit s'il est en hausse ou en baisse, c'est par rapport au prix d'ouverture. Et le prix d'ouverture du Nasdaq hier, si on regarde en une heure, vous voyez que on a eu une ouverture avec un gap baissier quand même assez important. Alors oui, on a eu un rebond qui a suivi, mais ensuite on a eu la correction. Et si on regarde la donnée, la cotation de Bloomberg, Bloomberg qui est vraiment la référence. Alors, sinon on va regarder, Finviz. On va regarder Finviz, Nasdaq 100, vous voyez, non, ça c'est Nasdaq Composite, 1,70%. Mais bon, Nasdaq 100 c'est globalement pareil, hein. Nasdaq 100 c'est pareil. Si on écrit NDX, vous voyez, moins 1,75. Donc voilà, on a eu un gap baissier énorme. Alors oui, on est au-dessus des plus bas, mais c'est pas par rapport aux plus bas qu'on juge si un marché est haussier ou baissier. Bon, ceci étant dit, donc rebond à s'attendre sur les marchés actions, puisqu'on est concrètement, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, où on est proche des récents plus bas. Donc je pense que la probabilité d'un rebond me semble beaucoup plus favorable qu'une poursuite de la baisse. Faut pas exclure la possibilité qu'on ait un breakout à la baisse, puisqu'on est quand même dans un marché qui est clairement baissier, illustré par, vous voyez, la Chikou et le nuage. Chikou est pris sous le nuage. Donc ça, c'est clairement une tendance baissière, que ce soit en journalier et même en hebdomadaire. Regardez en hebdomadaire, la Chikou, là, cette semaine sur le CAC, on est en train de passer sous le nuage. Mais si on se met sur l'Eurostock 50, il est clairement sous le nuage. Donc, que ce soit en journalier ou en hebdo, on est dans un marché baissier. Donc, faut pas exclure la possibilité d'un breakout à la baisse. C'est pour ça qu'un stop est toujours indispensable. Mais tant qu'on se situe au-dessus des bottoms de l'année, enfin des plus bas, je pense que c'est clairement possible d'envisager un retour à 3200, puis pourquoi pas 3300. Il faut laisser le marché donner ce qu'il a à nous donner. Voilà. Donc tant que ces plus bas sont sauvegardés, je dirais que le risque baissier est assez faible si on est proche de ces supports. Au niveau du forex, donc on voit, on a toujours le franc, dollar et le yen qui sous-performent en intraday. Maintenant, attention, puisque regardez le dollar USD équipondéré en daily, et bien on a un rebond sur la base du canal, le DXY de même. Donc, on a eu un signal haussier important hier sur le dollar, puisqu'on a eu un rebond sur la base du canal. Ça veut dire que on aura probablement une poursuite de la hausse. Vous voyez. Donc, signal haussier sur le dollar. On le voit qu'il est en légère baisse en intraday, mais bon. Donc en intraday, on peut s'attendre à davantage de baisse. Par contre, si on s'intéresse à du swing, etc., on a potentiellement fait un point haut sur le GBP/USD, sur l'euro dollar, etc., etc. Parce que si on a un rebond du dollar, on va forcément avoir une baisse de l'euro. Donc là, vous voyez que l'euro est reparti en baisse hier, de façon assez importante. Pour le coup, hier, c'était un mauvais scénario d'anticiper un rebond à 1,15, puisque vous voyez, dès la fin du webinaire, on a eu la baisse. Donc là, on revient en bas du canal de court terme. Si on a un breakout de ce canal, ça sera un signal baissier. En 4 heures, rappelez-vous, on est dans une tendance baissière. Et si on a une clôture en dessous de ces bandes de Keltner, on a un signal baissier. Donc comme ce fut le cas, vous voyez, hier en fin d'après-midi. Donc là, on a un pullback à la moyenne mobile. Si on a une nouvelle baisse, si on a une nouvelle clôture en dessous des bandes de Keltner, ça serait un signal négatif de l'euro jusqu'à 1,1250. Donc à mon avis, le budget italien va
redonner un dynamisme. Soit on va avoir un rebond majeur jusqu'à 1,15 si on a un ton plutôt positif, enfin en tout cas des perspectives positives au niveau du budget italien. Et à l'inverse, si on a plutôt des perspectives, enfin à l'issue de ce que va dire la Commission européenne, si on a des perspectives plutôt négatives, ça devrait enfoncer l'euro. Et si on a un breakout en dessous du canal et en plus une clôture sur les bandes de Keltner, ce sera un double signal baissier. L'objectif serait d'aller chercher les 1,1250. Voilà. Rappelez-vous, en journalier, l'euro-dollar est dans une tendance baissière. Il est dans une tendance baissière. GBP, comme vous le savez, j'évite de passer sur le GBP. Je vais faire une petite analyse, mais je ne vais pas donner de scénario parce que vous savez que on arrive de plus en plus proche du Brexit et on voit que la volatilité devient importante et surtout elle n'est pas anticipable. Donc voilà, c'est assez incertain de trader le GBP. Je déconseille de trader le GBP dorénavant en l'absence d'un accord sur le Brexit. Donc ça peut durer une semaine, ça peut durer 1 mois, 3 mois, voilà. Mais je pense que c'est beaucoup trop incertain si on trade avec l'analyse technique, bien évidemment, de spéculer sur la livre sterling. Néanmoins, je vais faire une analyse juste pour que voilà, on ait une idée de ce qui se passe sur la livre sterling. La tendance, comme l'euro, reste clairement baissière puisqu'on a la chicouille, le prix sous le nuage. On a le prix qui a clôturé hier sous la bande inférieure de Keltner, ce qui est un signal baissier en direction du plus bas de l'année à 1,2657. Au niveau de l'AUD, on a eu une correction hier, donc vous voyez que le rebond du dollar a eu un impact sur, on va dire, toutes les devises majeures, que ce soit l'euro, le GBP, l'AUD, le NZD, le CAD, toutes les devises majeures ont reculé face au dollar hier, puisqu'on a eu un rebond important. Vous voyez que la Chikou a réintégré le nuage, enfin est repassé en dessous, pardon. Donc là, soit on paye le pullback en spéculant sur un renversement de la tendance et il va falloir viser les 0,7447, ou soit on attend la clôture au-dessus de la bande supérieure de Keltner pour avoir un signal haussier et justifier une position longue jusqu'à voilà, l'une de ces résistances. Est-ce le moment de passer à l'achat sur le CAD avec un éventuel point bas sur le pétrole? Alors oui, enfin oui, l'explication est bonne, c'est-à-dire que si on anticipe un point bas sur le pétrole, alors un achat du CAD se justifie. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a fait un point bas sur le pétrole? Pour le moment, rien ne nous dit qu'on a fait un point bas. On a un rebond des cours de pétrole ce matin, c'est normal. C'est normal parce qu'après une baisse de 6%, vous commencez à savoir dès qu'on a une réaction irrationnelle. Alors ce que j'appelle irrationnelle, c'est vraiment une réaction totalement différente que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, par exemple, une baisse de 6% sur le cours de pétrole en une seule séance, c'est extrêmement rare. Ça, c'est une réaction qui on peut considérer irrationnelle. Et l'irrationalité se fait corriger sur les marchés. Donc, forcément, on a un rebond ce matin. Maintenant, est-ce qu'on a fait le point bas sur le cours de pétrole? C'est la question qu'il faut se poser si on veut trader le CAD. Si on est baissier sur le pétrole, on est baissier sur le CAD. On ne peut pas être haussier CAD et baissier pétrole. Donc, là, le Brent, concrètement, il est revenu sur un support majeur. Ça va être extrêmement important de suivre la réaction du Brent sur ce niveau de prix, parce que vous voyez ce niveau de prix, 62 $ à peu près, c'est le plus bas de février, mais c'est également la borne basse de ce canal ascendant. Vous voyez qui vient chercher le point bas depuis 2016, le point bas de 2017. Vous voyez, donc là on est dessus, on est concrètement dessus. Si on a une clôture en dessous des 62 $, les perspectives ce seraient extrêmement négatives pour les cours de pétrole. On pourrait s'attendre clairement à une correction, vous voyez, beaucoup plus importante. Maintenant, est-ce qu'on a un signal haussier? Est-ce qu'on a un signal qui justifierait un achat de position? Mis à part le fait qu'on soit sur un support, moi je ne constate pas de rebond. Enfin, je ne constate pas de signaux haussiers, que ce soit du prix ou des oscillateurs. Comme je vous le dis depuis maintenant quelques séances, tant qu'on est sous cette oblique baissière en noir, et même dans ce canal baissier linéaire en rouge, la tendance à moyen terme reste baissière. Ça me semble trop compliqué de payer les cours de pétrole. Si on y sort par le haut de cette oblique baissière, dans ce cas-là, on pourrait payer le pétrole et même le CAD, mais tant qu'on est sous cette oblique, la pression vendeuse est extrêmement importante. Donc c'est à vous de voir si vous voulez payer les cours de pétrole, mais c'est assez risqué. On est clairement dans un momentum, vous voyez qu'il y a un mouvement baissier. Donc il faut être très prudent dans les stratégies de contre-tendance.
étant donné que la baisse de production entrera en vigueur dans 10 jours. Alors, le gouvernement des Emirates a annoncé qu'il y a un accord de principe sur un chef de production qui a été trouvé et qui sera discuté à Vienne le 6 décembre prochain, il me semble. C'est le prochain meeting de l'OPEP. Alors, c'est début décembre. Donc, potentiellement, début décembre, on va avoir l'OPEP qui va annoncer un nouveau gel de la production. Ça pourrait être un catalyseur de hausse des marchés actions. Maintenant, voilà. Le fondamental, pour moi, c'est un contexte. C'est pas le fondamental qui, selon moi, permet de trader. On a vu le Brexit, l'élection de Trump, on avait la plupart des analystes qui disaient qu'il allait y avoir un crack des marchés s'il y avait le Brexit, enfin si le Brexit était voté ou s'il allait y avoir l'élection de Trump, et finalement on a eu un bull market. Donc dans la logique, un gel de la production, c'est haussier pour les cours de pétrole, puisque qui dit un gel de la production dit baisse de l'offre, donc qui dit baisse de l'offre dit hausse des cours. Donc dans la logique, ça devrait être haussier. Maintenant, si ce gel de la production commence à être intégré dans les prix, eh bien, même si on a un gel de la production qui est conclu en décembre, ça va pas être un facteur de hausse. Donc, oui, en théorie, le gel de la production, si on a un gel de la production de l'OPEP, eh bien, ça devrait être haussé pour le cours de pétrole. Mais au lieu de trader, voilà, des possibles annonces, attendons plutôt des signaux techniques. Et moi, le premier signal technique qui me permettrait de passer à l'achat sur le cours de pétrole, c'est si on a une sortie par le haut de ce canal, que ce soit qu'on retrouve sur le Brent ou le WTI. Tant qu'on est sous ces obliques en noir, pour moi, la tendance reste baissière et c'est donc trop risqué de payer le CAD. Donc, est-ce qu'il faut payer le CAD? Eh bien, si vous pensez qu'on a fait le point bas sur le cours de pétrole, dans ce cas-là, c'est totalement justifié. Mais moi, personnellement, tant que je vois pas de rebond des oscillateurs et du prix avec une sortie par le haut de ces obliques baissières, pour moi, le pétrole reste baissier. Ça me semble beaucoup trop risqué de passer à l'achat, même si on est sur un point relativement bas. Rien ne me dit qu'on ne peut encore perdre 5 ou 10%, vous voyez. Surtout que les cours de pétrole c'est peut-être le marché finalement au niveau de moyen long terme, enfin même des prévisions, le plus incertain. Si vous regardez les prévisions des analystes sur les cours de pétrole, sont tout le temps faussées, tous les ans. Tous les ans, on entend des prévisions, baril à $100, baril à 25, baril à 50, et faut savoir que le marché du pétrole c'est tellement opaque que voilà, il est extrêmement manipulé ce marché. Il est extrêmement manipulé par les acteurs, par l'OPEP, l'Arabie Saoudite, par la Russie et les États-Unis. Concrètement, c'est ces trois pays qui font les cours de pétrole. Hein. Voilà. Et faut savoir que l'OPEP, c'est quoi? C'est un organisme, mais qui contrôle l'OPEP? Il n'y a personne qui peut justifier les chiffres de l'OPEP. Enfin, il n'y a personne qui peut les vérifier. Vous voyez, l'OPEP, elle peut dire ce qu'elle veut. L'OPEP, elle peut dire on produit 32 millions de barils par jour, alors qu'elle peut en produire 40, mais personne ne peut savoir. Vous voyez, donc l'OPEP fait un peu voilà, ce qu'elle veut. Elle peut publier, chaque pays peut publier n'importe quel chiffre qu'il souhaite. Ce qui n'est pas forcément le cas pour l'or, par exemple. L'or, c'est un marché beaucoup plus transparent. Voilà. Alors que le pétrole, bon, faut savoir que c'est l'Arabie Saoudite, la Russie et les États-Unis qui font les cours. Donc voilà, moi personnellement, je ne sais pas où va aller le pétrole à long terme. Alors j'ai voilà, techniquement, j'ai des idées, mais c'est tellement un marché manipulé que c'est voilà, je vais pas vous dire que le pétrole va être à $100 demain ou dans 2 mois. Donc est-ce qu'il faut payer le CAD? Pour moi, pour le moment, c'est non. Le GBP-USD, la moindre rumeur le fait partir dans tous les sens, je ne traite plus. Et voilà, pareil, exactement. C'est ce qu'on a pu constater hier. Hein, l'euro GBP qui a pris, il me semble, 100 ou 200 pips en une seule séance. Voilà, c'était extrêmement important. D'un moment à un autre, ça peut partir dans n'importe quel sens. Regardez l'euro GBP. Vous voyez, si vous étiez à l'achat, eh bien tant mieux. Mais c'était pas grâce à, enfin, je veux dire que c'était de la chance parce que ça aurait pu très bien être le mouvement inverse. Donc voilà, le GBP concrètement, je pense c'est trop risqué de le trader. Étant donné que la baisse de la production sera en vigueur dans 10 jours. Alors oui, voilà, les gilets jaunes tentent de bloquer les cours du WTI. Alors, je pense que c'est petite blague que nous fait Edgy. Alors, peut-être, hein,
Écoutez. Alors, ceci étant dit, donc au niveau du Forex, eh bien, ce que je constate, c'est qu'en intraday, le dollar creuse ses pertes. Donc, en intraday, pourquoi pas shorter le dollar? Maintenant, d'un point de vue swing trading, vu qu'on a eu ce rebond majeur du DXY, vous voyez, sur la base du canal, que ce soit sur, notre DXY, sur le DXY ou sur notre dollar US et pondéré, le signal est techniquement haussier. Et donc, je suis en faveur d'un rebond du dollar lors des prochaines séances, même prochaines semaines. Tant qu'on est, je suis fidèle à mon analyse, et tant qu'on reste dans ce canal sur le DXY et sur le dollar index équipondéré, eh bien je resterai avec un avis positif sur le dollar sur du moyen terme. Voilà. Et c'est uniquement si on y sort par le bas que je reverrai mon analyse. Voilà, donc DXY haussier sur du swing trading et moyen terme, donc l'euro dollar. Je pense que la semaine prochaine, c'est pas impossible qu'on revienne, vous voyez, à 1,12. Au niveau de l'USD Yen, alors clôture sous le banc de Kettner, sous le canal, donc ça c'est un signal assez négatif. Voilà, c'est à vous de voir si vous voulez shorter l'USD Yen. Comme je vous l'ai dit, moi le dollar, le DXY et le dollar équipondéré, eh bien sont haussiers. Donc je n'exclus pas la possibilité d'un rebond majeur. Pour davantage de confirmation, on peut attendre la cassure du nuage. Ça peut être, alors oui, on attend, et finalement on aurait un prix d'entrée moins bon si on décidait de shorter après la cassure du nuage que par rapport au prix actuel, mais ça permettrait d'avoir davantage de confirmation. Voilà, donc c'est à vous de voir si vous voulez shorter l'USD Yen maintenant, puisqu'on a eu une clôture en dessous de la bande de Kettner et de ce canal. Donc c'est clairement à vous de voir. Alors, avec votre expérience sur l'analyse technique, il y a une question que je me pose, peut-être vous pouvez y répondre. Souvent on utilise des indicateurs comme les oscillateurs et les moyennes mobiles pour analyser les futurs mouvements des prix. Or, souvent, c'est la volatilité qui donne le sens d'un marché et des prix. Donc, est-ce que parfois l'analyse technique est complètement prise à contre-pied vu la vitesse des prix et qu'il vaut mieux parfois juste acheter au son du canon? Alors, c'est une excellente question. L'analyse technique, qu'est-ce que c'est l'analyse technique déjà? Qu'est-ce que c'est l'analyse technique? L'analyse technique, c'est pas une boule de cristal. L'analyse technique repose, enfin la philosophie derrière, c'est que le passé se répète. Pourquoi c'est cette philosophie? Eh bien, tout simplement parce que, enfin, c'est l'analyse technique, c'est même l'analyse fondamentale, parce que, ouais, par exemple, on sait que lorsqu'il y a une récession américaine, ça veut dire qu'il y a un crack. Donc ça, c'est une observation et voilà, une observation qui a été faite. Dès qu'on a une récession américaine, on a de fortes chances qu'il y ait un crack. Eh bien, c'est la même logique pour l'analyse technique. C'est-à-dire que dès qu'il y a un triangle, il y a plus de chances que ce soit une figure de continuation plutôt qu'une figure de retournement. Donc, c'est qu'une question de probabilité. L'analyse technique, c'est pas une boule de cristal. Donc, l'analyse technique va vous donner des signaux, mais ça va pas vous permettre de prédire avec certitude les mouvements du marché. Donc les oscillateurs, les moyennes mobiles, c'est très bien, ça donne des informations importantes, mais c'est pas les oscillateurs ou les moyennes mobiles ou peu importe les indicateurs qui vont faire de vous un tradeur gagnant. S'il y avait un indicateur magique, tout le monde l'utiliserait. Vous voyez. Donc la volatilité est extrêmement importante. La volatilité, ça fait partie de l'analyse technique parce qu'on sait que lorsqu'on a un breakout accompagné d'une volatilité et des volumes, ça donne beaucoup plus de chances d'avoir un nouveau signal. Alors que lorsqu'on a un breakout avec un corps d'un chandelier extrêmement petit, peu de volume et peu de volatilité, concrètement, la crédibilité de ce breakout est assez faible. Alors que lorsqu'on a des volumes importants et la volatilité importante après un breakout, on a plus de chances que ce mouvement continue. Donc tout ça, c'est l'analyse technique. La volatilité, c'est à prendre en compte dans l'analyse technique. C'est clairement à prendre en compte. Donc oui, l'analyse technique est parfois complètement prise à contre-pied, comme on l'a vu un peu sur l'euro GBP la semaine dernière, sur la livre sterling. Dès que, voilà, vous voyez, le marché devient extrêmement nerveux au niveau du Brexit, eh bien, tout peut se renverser d'un moment à un autre. Et plus le marché est nerveux, moins, je dirais, l'analyse technique, plus il faut prendre de la hauteur sur l'analyse technique. C'est-à-dire que
Voilà, si on a l'habitude de regarder des seuils de court terme, alors qu'on a la vol, eh bien, il va falloir chercher des seuils de plus long terme. Parce que plus il y a la volatilité, moins les niveaux de support de résistance sont efficaces. Donc, il va falloir chercher, pour le coup, des gros seuils de support ou de résistance. Plus on a de la vol, plus il faut chercher des seuils importants. Moins il y a de la vol, plus les seuils sont efficaces. Regardez tout simplement l'euro-dollar. Regardez l'euro-dollar pendant la nuit et regardez l'euro-dollar lors de la session, enfin la période de la session de Londres et de New York. Vous savez, cette fameuse période en début d'après-midi où les deux sessions se superposent. Si vous regardez pendant la nuit, l'euro-dollar, il est quoi? Il est en range. Vous utilisez les bandes de Bollinger, c'est des niveaux de support de résistance. Si vous utilisez les bandes de Bollinger comme des supports de résistance en début d'après-midi, lorsqu'on a la session de Londres et la session de New York qui sont ouverts en même temps, vous serez complètement perdant, puisque il y a beaucoup plus de volatilité sur l'euro-dollar en début d'après-midi. Et donc, les niveaux de support et résistance, les bandes de Bollinger ne sont plus du tout efficaces en termes de support et résistance, bien évidemment. Par contre, pendant la nuit, si vous regardez l'euro-dollar, la plupart du temps, ça range dans les bandes de Bollinger. Vous voyez? Donc voilà. Plus il y a la vol, moins les supports de résistance sont fiables. Donc oui, et l'analyse technique, c'est pas une boule de cristal, donc on peut très bien être pris d'un contre-pied. C'est pour ça que, peu importe que vous faites de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, quantitative, voilà, l'analyse quantitative, c'est dorénavant inclus dans l'analyse, enfin, c'est de l'analyse technique. Peu importe l'analyse que vous faites, c'est pour ça que la gestion de risque, la gestion d'exposition est extrêmement importante. Vous pouvez avoir les meilleurs points d'entrée sur les marchés. Si vous savez pas gérer votre exposition, votre money management, prendre des pertes suffisamment tôt et laisser courir vos gains, vous serez concrètement perdant. Le plus dur, c'est pas avoir des signaux d'entrée. Les signaux d'entrée, on peut en avoir avec la MACD, on peut avoir avec le RSI, on peut en avoir avec des tas d'indicateurs. Vous voyez. Le plus dur, c'est quoi? C'est la psychologie. C'est bien connu d'ailleurs. Donc voilà. Merci, oui, c'est ce que je fais heureusement. Eh bien, écoutez, parfait. Barry qui nous dit les indicateurs techniques sont là pour augmenter la probabilité d'entrer en position et aussi pour se fixer des objectifs, par exemple avec les Fibonacci. Exactement, exactement. Philippe, il ne faut pas oublier que la finance est un phénomène de foule. Pensez-vous que tout le monde peut gagner ou c'est un gâteau limité? Alors, non, je pense pas que tout le monde puisse gagner. Je pense pas que tout le monde puisse gagner. Concrètement, c'est quoi les marchés financiers? Lorsque vous achetez à quelqu'un qui vendait. Et ça, alors que ça soit ce que j'entends souvent dire oui, mais si mon broker est en holding desk, c'est la contrepartie, etc., etc. Oui, mais sur un contrat futur, vous êtes sur n'importe quel marché. Si vous achetez, il y a quelqu'un qui vend à côté derrière vous, enfin qui vous vend quelque chose. C'est pas vous achetez quelque chose qui n'existe pas. Dès que vous achetez, il y a quelqu'un qui vend, que ce soit votre broker, n'importe qui, d'accord. Et à l'inverse, dès que vous vendez à découvert, il y a quelqu'un qui va acheter. Vous voyez. Donc c'est comme ça que ça fonctionne sur les futurs, sur voilà, partout, sur tous les marchés financiers, que ce soit sur le spot avec les marchés actions. Si vous achetez, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous vend. C'est l'offre et la demande. Rappelez-vous tout le temps que le marché, le prix, c'est l'offre et la demande. Donc on a l'offre, c'est les vendeurs, la demande, c'est les acheteurs. C'est pour ça qu'on a un prix. Donc c'est la moitié du marché qui gagne. Non, non, c'est pas la moitié du marché qui gagne. C'est pas la moitié du marché qui gagne parce qu'on peut très bien avoir 10%. On peut regarder la loi de Pareto, 80-20. 20% peut gagner 80% peut gagner 80% des pardon peut gagner 80% voilà des volumes tout simplement. Donc il y a quand vous vendez, il y a quelqu'un qui achète. Et quand vous achetez, il y a quelqu'un qui vous vend un truc, le produit, que ça soit sur le contrat futur, sur les CFD, sur le spot, voilà. Une des différences majeures entre les dérivés et le spot sur les marchés actions, c'est que voilà, sur les dérivés, concrètement, vous pouvez shorter, alors que sur le spot, vous ne pouvez pas shorter une action. Voilà. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de différences, mais la principale différence entre un marché spot et les dérivés, que ce soit le futur, le CFD, options, etc., c'est que vous pouvez vendre à découvert sur le marché des dérivés.
et vous pouvez utiliser un effet de levier, etc., etc. Ce que vous pouvez pas sur un marché spot. Donc voilà, est-ce que tout le monde peut marcher sur les marchés, tout le monde peut gagner sur les marchés financiers? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Maintenant, est-ce que c'est dur de gagner sur le marché financier? Oui, parce que sinon on aurait beaucoup plus de traders qui gagneraient. Est-ce que c'est impossible de gagner sur le marché financier? Non, non, ce n'est pas impossible. On le voit, il y a voilà, il y a deux façons de voir les choses de toute façon. On voit que maintenant les courtiers sont obligés de d'annoncer le pourcentage de comptes de trading gagnants. Je sais pas si vous avez remarqué depuis quelques mois, et on voit que c'est entre concrètement 70 et allez 80% pour faire large perdent, qui perdent. C'est-à-dire qu'il y a 20% qui gagnent. Voilà. Faut savoir aussi que dans ces 80% qui perdent, combien de personnes entrent dans les marchés, ouvrent un compte sans vraiment s'être formés, perdent leurs capitaux et ensuite arrêtent. Vous voyez, il y en a énormément dans ces 80, je pense. Après, j'ai pas de chiffres. Voilà, j'ai pas de chiffres pour appuyer cela, mais moi, je vois beaucoup de personnes qui se lancent comme ça sans vraiment, on va dire, se former, mettre des capitaux, perdre leur premier compte, et ça, c'est normal, je pense, de perdre son premier compte de trading. Ouais, on entend beaucoup de, voilà, je pense que c'est tout le monde a déjà entre guillemets cramé son premier compte de trading. Donc voilà, dans les 80%, il faut aussi relativiser. Je pense qu'il y en a aussi dans ce 80% une partie qui vient de débuter, qui perd leur premier compte et qui arrête parce qu'ils pensaient que c'était plus facile que voilà que ce qu'ils pensaient. Enfin, que la réalité, pardon. Bon, ceci étant dit, donc bonjour, dans un marché de longue tendance, on peut tous gagner jusqu'au jour du changement de tendance. Voilà, exactement. Euh, voilà, exactement. J'ai envie de dire que dans un marché en tendance, c'est probablement le marché le plus facile à trader. En tout cas, je pense qu'il y a quand même la place pour les particuliers pour nager à côté des requins. Oui, oui. J'aime bien une phrase alors que j'ai lu il y a pas longtemps, je ne me souviens plus c'est de qui. Alors c'est un grand financier américain qui dit que les marchés financiers c'est comme si vous jouez au poker avec les meilleurs joueurs du poker au monde. Voilà. Donc ça veut tout dire, hein. Et concrètement c'est à quelques voilà c'est qu'on le veuille ou non, c'est globalement la réalité. Dès que vous êtes sur les marchés financiers, vous jouez face au monde entier. Il n'y a pas de Ligue, Ligue 2, Ligue 1, Champions League, etc. C'est les marchés, c'est une ligue commune et vous jouez avec, enfin vous jouez. C'est peut-être un mot qu'il ne faut pas utiliser, mais voilà, vous concurrencez face à tout le monde. Donc oui, je pense qu'il y a la place pour que les particuliers gagnent. De toute façon, il suffit de voir les chiffres. Il suffit de voir les chiffres que les brokers publient dorénavant. Comme je vous l'ai dit, il y a entre 70 et 80% sont les brokers de comptes de trading qui perdent. C'est-à-dire qu'il y a entre 20 et 30% de comptes de trading qui gagnent. Voilà. Donc oui, c'est minoritaire. Maintenant, voilà, il y a, ça veut clairement dire que c'est possible de trader. Et il faut juste une méthodologie. Bon, ceci étant dit, on va passer aux commodities. Donc on a fait les cours de pétrole. Les cours de pétrole, je vous l'ai dit, on a un rebond ce matin puisqu'on a eu une baisse importante des marchés actions. Maintenant, est-ce qu'on a des signaux qui viennent nous indiquer qu'on a un renversement de la tendance baissière? Pour le moment, c'est non. Au niveau de l'or, alors l'or, eh bien, c'est comme un peu, j'ai envie de dire, l'euro-dollar, en tout cas l'année dernière, dans le sens que on a un rebond majeur du dollar sur la base de son canal ascendant, soit le DXY ou notre dollar équipondéré. Donc, perspective haussière pour le dollar sur du moyen terme. Et donc, qui dit perspective haussière du dollar, dit perspective baissière pour l'euro, mais également pour l'or. Donc l'or, c'est possible qu'on vienne rechercher les 1200 dollars à moyen terme. Voilà, donc pour le moment, en tout cas, on n'a pas de signaux haussiers majeurs et je dirais que ceux qui ont été à l'achat proche des 1200, c'est peut-être le moment de prendre au moins une partie des bénéfices, puisqu'on n'est pas à l'abri d'avoir un renversement de tendance d'ici les prochaines séances. En intraday, comme je vous l'ai dit, on a le dollar qui est vendu, vous voyez, depuis quelques heures, vous voyez, depuis cette nuit, finalement, le dollar est vendu. Donc on a de l'or qui progresse, on a de l'euro qui progresse. Maintenant, ça, c'est de l'intraday. Si on regarde sur du swing,
le swing, on a un rebond sur ce canal, sur la base du canal. Donc si on a un rebond, moi mes perspectives, tant qu'on n'a pas de sortie par le bas sur les têtes journalières, j'aurai une perspective haussière. Oui, à ce qui paraît, les gestionnaires de fonds se trompent souvent. Oui, également. Ne vous dites pas que les professionnels de la finance sont les meilleurs, puisque si vous regardez un petit peu les chiffres de la CFTC, vous savez, le fameux COT Report, Commitment of Traders, vous regardez, eh bien, c'est pas tous les institutionnels qui gagnent. Hein. Il y a aussi une minorité, c'est pas la majorité des institutionnels qui gagnent. Donc voilà. Et au niveau du gaz, regardez le gaz qui bondit ces dernières séances. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'avais écrit un article il y a de cela une semaine. Alors pourquoi le gaz naturel augmente? Tout simplement parce qu'on a des stocks qui sont inférieurs à la moyenne quinquennale aux États-Unis. Le gaz naturel, c'est comme le WTI, c'est le gaz américain. Ça, c'est le gaz américain. Le WTI, c'est le pétrole américain. D'accord? Donc les stocks aux États-Unis de gaz naturel sont en dessous de la moyenne quinquennale. Moyenne quinquennale, c'est la moyenne sur 5 ans, alors qu'on entre dans la période où on a des stocks qui diminuent de plus en plus, la période hivernale. Donc, on a des stocks qui sont 16% en dessous de la moyenne quinquennale, et en plus, on rentre dans la période où les stocks ont tendance à diminuer. Donc, c'est-à-dire que dans 2-3 mois, on pourrait avoir des stocks de gaz qui seront peut-être 20%, 25% inférieurs à la moyenne quinquennale. Donc, il y a une incertitude sur l'offre et du coup les prix qui augmentent. Les prix qui augmentent et là cette résistance elle va être importante à suivre puisque si on a un breakout des 4,70, ouais c'est la borne haute de ce canal, eh bien ça serait un signal haussier en direction des 5 dollars. Barry qui nous dit les marchés financiers pour nous les particuliers c'est aussi beaucoup la psychologie. Au début je coupais mes gains rapidement et pas mes pertes. Depuis que je respecte à la lettre mon money management 0,5% de perte max par position et max de position en même temps et que je laisse les gains aller le plus loin possible, je suis passé dans les gagnants même si je suis pour le moment un petit gagnant. Et bien écoutez c'est très bien Barry, au moins vous voyez que vous évoluez positivement. Le trading c'est une aventure de toute façon, pas s'attendre à être gagnant du jour au lendemain. Mais voilà, félicitations à vous en tout cas parce que c'est vrai que bon, de toute façon, l'erreur que tout le monde fait, je pense, au début, c'est qu'on laisse courir nos pertes au lieu de laisser courir nos gains. Or, c'est généralement l'opposé qu'il faut faire. Enfin, c'est même pas généralement, c'est qu'il faut faire l'opposé. C'est-à-dire que faut couper les pertes tôt. Si vous êtes une technique aussi pour éviter de se prendre son stop, voilà, c'est que si vous ouvrez un trade et par exemple en swing trading et que pendant 2 jours il n'y a pas ce fameux rebond alors que vous êtes à l'achat, mais que le prix n'a pas touché le stop, vous pouvez très bien couper votre position. Vous voyez, par crainte qu'on ait ce renversement jusqu'à votre stop. Voilà, si vous entrez en position et que vous n'avez pas le fameux mouvement que vous attendez lors des prochaines périodes, ça dépend sur une temps que vous tradez, vous pouvez très bien couper vos pertes. Enfin, couper votre position, que ce soit en léger gain ou en légère perte. Mais voilà, en tout cas, oui, en tout cas, Barry, félicitations, puisque c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est laisser courir les gains. Et maximum de positions, voilà, le money management, la psychologie, c'est, je pense, les 2 facteurs les plus importants. Gâteau cookie, il faut choisir. Eh bien, exactement, Philippe. Gâteau cookie, il faut choisir, ça c'est bien dit. Eh bien écoutez, ça sera tout pour ce point de marché. Donc en conclusion, baisse du dollar à court terme, enfin en intraday pardon. Donc l'euro, le GBP, voilà, l'AUD, les devises majeures, les autres devises majeures concrètement ont des chances de rebondir. Maintenant en swing, on a un rebond important du dollar sur un support majeur. Donc perspective plutôt négative sur les devises majeures. Je fais un tour rapide sur le USD CAD. L'USD CAD, regardez, ça a pris du temps, mais vous voyez cette épaule tête épaule inversée. On a la hausse, on a ce canal ascendant et l'objectif de l'épaule tête épaule inversée, c'est les plus hauts de l'année à 1,3382. Ça va être bientôt atteint. Et vous voyez que hier on a eu un nouveau signal haussier puisque l'USD4 a clôturé au-dessus de sa bande supérieure de Keltner. Et tant qu'on reste dans ce canal et même au-dessus, vous voyez, de la bande inférieure ou de la moyenne mobile à 20 jours, on reste dans une tendance haussière sur l'USD4.
CAC 40 essaie de rebondir, nous dit Philippe. Alors oui, tente de rebondir, tente. On a quand même un rebond, hein. Regardez, 1 plus 1,03% quand même, hein. Voilà, maintenant, faut pas s'attendre à du plus de 2%. On n'a pas de catalyseur ce matin qui viendrait justifier un plus de 2%. Donc voilà, là au prix actuel, je pense pas qu'il faut s'attendre à davantage de hausse en intraday. Ça me semble peu probable. Alors peut-être le CAC peut aller gratter encore 10, 20 points, mais voilà, je vois pas pourquoi le CAC irait progresser de 2% ce matin. On n'a pas eu une baisse majeure hier. On n'a pas de catalyseur ce matin qui vient justifier un rebond. Le seul catalyseur qui vient justifier un rebond ce matin, c'est le fait qu'on soit sur les plus bas. Donc voilà, je vois pas pourquoi le CAC progresserait de 2% dans la journée. Donc on va peut-être aller chercher le S1 hebdo à 4800. Pardon, 4800, 4970. Donc on a peut-être 20 points de hausse, mais pas plus. En intraday, je dis bien. Voilà donc pour ce point de marché. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à ce soir 18h pour mon webinaire éducatif sur fameuse parabolique stop and reverse. Donc voilà, pour ceux qui peuvent qui veulent me rejoindre, eh bien je vous dis à ce soir 18h pour s'inscrire. Rien de plus simple. Vous allez dans formation, séminaire en ligne, et là vous aurez Daily FX Université, formation au trading. Je vous envoie le lien. N'hésitez pas à venir. Il y aura un article qui sera publié. Le webinaire sera disponible en replay sur YouTube jeudi. Donc voilà, oui, il sera enregistré. Il sera sous format article. Voilà, il y aura vraiment, il sera partout. Voilà, donc merci pour votre attention. Excellente journée. À ce soir pour ceux que je retrouverai à 18h dans le webinaire éducatif. Sinon, je vous dis, eh bien écoutez, à demain.